Poésie présente La fabrique du chef-d'œuvre, comment naissent les classiques. Un ouvrage collectif dirigé par Sébastien Le Foll. Lu par Laurent Natrella. Préface. Le roman des classiques. Par Sébastien Le Foll. Vous êtes un dinosaure. Drôle de comparaison pour un éloge. Adressé de surcroît à un jeune homme de 28 ans. Philippe Tesson entame ainsi le mien. Le patron emblématique de Combat et du Quotidien de Paris a été chargé de me remettre le prix Louis Hachette pour la presse écrite. La cérémonie a lieu au Ritz. L'article qui me vaut cette distinction est une enquête sur Milan Kundera. Vexé par un article assassin du critique Angelo Rinaldi, l'auteur de L'insoutenable légèreté de l'être n'a pas souhaité publier son nouveau roman d'abord en France, mais en Espagne. Quelle ironie que ce prix. J'étais venu au journalisme littéraire par accident. Il n'y avait pas de livre dans le pavillon de banlieue de mon enfance et de mon adolescence, à part la valise en carton de Linda de Souza et Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, que ma mère avait acheté par correspondance après avoir découpé un bon de commande en dernière page de Télé 7 jours, le magazine qui donnait les programmes. Le proviseur adjoint du collège Guillaume Apollinaire de Plaisir, dans les Yvelines, croyait en moi. Après l'obtention de mon brevet, il me proposa de garder le contact au lycée. Le samedi après-midi, je lui rendais visite dans son appartement de fonction. J'en repartais avec des livres que je dévorais aussitôt rentré chez mes parents. C'est ainsi que je découvris Monterland, Gary, Mauriac, Nimier, Gracq et un certain Jean-René Huguenin, étoile filante de la littérature, ayant laissé le plus beau des bréviaires adolescents, son journal. Ces écrivains devinrent les amis, les grands frères de l'enfant timide et solitaire que j'étais. Leurs romans, véritables sésames, me donnèrent les codes et les clés qui me manquaient pour faire bonne figure dans le petit monde parisien que je fréquente professionnellement depuis 25 ans. Au Figaro littéraire, où Jean-Marie Rouard m'a donné ma chance, je joue les Jules Huret, ce reporter de la fin du XIXe siècle à qui l'on doit les premières interviews d'écrivains. Mallarmé, Anatole France, Verlaine. Une sorte d'ancêtre de Bernard Pivot. Tel un candidat à l'Académie française, je rends visite aux grandes plumes de l'époque. Je ne convoite pas leur vote. Non, je veux déjà tout savoir de leurs secrets de fabrication. Quand et comment écrivent-ils leurs romans? Qu'est-ce qui leur passe par la tête au moment où ils se penchent sur la feuille blanche? Je ne veux rien ignorer de leurs faits et gestes. J'exige qu'ils m'ouvrent grande la porte de leur cabinet de travail. Michel Tournier, le père de Vendredi, me reçoit ainsi dans son presbytère de Choiseul, en vallée de Chevreuse, autour d'un plat de saucisses Herta cuite dans une eau croupie. Je le cuisine sur le naufragé Robinson et le bombarde de questions sur le roi des Aulnes. Dans son bed and breakfast irlandais, Michel Houellebecq me dévoile les secrets de ses particules élémentaires devant des films de Louis de Funès, Pouic Pouic, Hibernatus. Je m'entends encore demander à Patrick Modiano s'il remplit des fiches sur les gens qu'il rencontre. J'attends encore la réponse. Jean d'Ormesson me confesse dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine qu'avant chaque passage à Apostrophe, l'émission littéraire phare des années 1970 à 1990, il applique des côtelettes crues sur ses joues pour conserver sa fraîcheur juvénile. Au Lutetia, le palace parisien où elle reçoit, Françoise Sagan murmure son humour bref et intelligent qui jure avec sa désespérance. Où Jean-Marie Gustave Leclésio a-t-il la tête tandis que j'égrène devant lui mes questions? Au Nouveau-Mexique? À l'île Maurice? Ou en Bretagne? Je veux aussi savoir ce que ses créateurs pensent. Philippe Tesson avait bien raison. J'appartiens à l'une des dernières générations pour laquelle la littérature représente encore un pouvoir spirituel laïque, selon l'expression de l'historien Paul Bénichou dans son maître-livre « Le sacre de l'écrivain ». Le merveilleux historien y raconte l'autre révolution qui s'est produite en France entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle.
deux phénomènes majeurs bouleversent alors le pays. L'avènement de la foi philosophique des Lumières et l'explosion du romantisme. Philosophes et écrivains détrônent les anciens pouvoirs spirituels de la monarchie absolue et revendiquent leur héritage. C'est à cette époque charnière, raconte Bénichou, que la figure idéale de l'homme de lettres se compose dans tout son prestige. Dès lors, on parle de sacerdoce littéraire. Est-ce parce que j'ai manqué de livres les 15 premières années de ma vie ? Les grands écrivains sont sacrés pour moi. Je pénètre dans les bibliothèques comme dans les abbayes cisterciennes, sur la pointe des pieds. Je n'ai pas reçu le baptême, mais j'éprouve la foi du converti. Au Figaro littéraire, mon journalisme s'exerce côté sacristie. Mon truc, ce sont les dessous de l'art. Malpropres, comme ceux de la politique, déplore Henri Raximoff dans son essai « La mort du grand écrivain ». J'ai bien l'amour de l'art, mais je n'en ai pas la religion, comme disait Flaubert à Louis Collet. Mes reportages dans la République des Lettres, ce conseil d'État dans l'institution parlementaire de l'esprit, selon le mot de l'immense critique littéraire de la Nouvelle Revue française, Albert Thibaudet, participent de cette désacralisation de la littérature. Le génie est un Christ, disait Chateaubriand. Je ne vois au contraire qu'artisans, ouvriers ou moines travailleurs. Je vais visiter les gens de lettres comme j'irai à l'usine. C'est pourquoi l'atelier de l'écrivain occupe une place centrale dans les pages que vous allez lire. Au XIXe siècle, le mot « fabrique » était péjoratif. Le pamphlétaire Eugène de Mirecourt l'utilise dès 1845 pour dénigrer Alexandre Dumas dans une brochure intitulée « Fabrique de romans, maison Alexandre Dumas et compagnie ». Albert Thibaudet dépeint Victor Hugo comme un ouvrier poète, un grand homo faber. Chez lui, écrit-il, la nature ouvrière, technicienne, domine tout. Narrant l'épopée des Misérables avec son brio coutumier, le journaliste Jean-François Kahn parle d'un forçat des mots. Jules Verne travaille à 20 000 lieues sous les mers avec l'obstination d'une bête de somme, selon Benoît Heimermann. À propos de Chateaubriand, Thibaudet remarque « Il passe sa vie à élever sa pyramide ». Francis Ponge compare les mémoires d'outre-tombe à un louvre de lecture. L'historien Arnaud Tessier voit avec sa pénétration coutumière dans les mémoires de guerre de Charles de Gaulle une cathédrale en prose. Thierry Lentz dépeint le dernier Napoléon du mémorial dictant à Lascaz. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.